Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de Fragile. Pour ouvrir cette saison, je vous propose de quitter momentanément Porquerolles pour découvrir une de ses îles sœurs, Porquerolles. Plus sauvage, plus mystérieuse, plus lointaine, 10 fois moins peuplée que sa voisine Porquerolles, Porquerolles fut un haut lieu de villégiature intellectuelle pour des artistes et gens de lettres. Dans l'esprit de l'île, magnifique ouvrage paru aux éditions Claire Pollan dont je vous recommande vivement la lecture, Pierre Buffet, grande personnalité de Porquerolles, écrit « Ceux qui ont su s'implanter dans cette île avaient un supplément d'âme. Ils ont su se nourrir de la poésie de ce lieu et s'en sentir solidaires, au point souvent de ne pouvoir s'en arracher. » En cette rentrée, je suis heureuse de tendre mon micro à Janine Sémulaire, l'une des premières institutrices de Porquerolles. Il y a des rencontres qui transforment votre vision du monde et vous font sentir plus léger. Janine est de celle-ci. Une rencontre lumineuse et rare qui, je l'espère, saura vous toucher autant qu'elle m'a touchée. Bonjour Janine. Bonjour Ingrid. Merci de me recevoir chez vous à Hyères. Janine, je suis très heureuse d'ouvrir avec vous cette série d'entretiens sur Porquerolles qui forme avec ses îles sœurs Porquerolles et le Levant l'archipel des îles d'Hyères. Janine, vous êtes née en Allemagne sous l'occupation française à la fin des années 20 où votre père militaire avait été muté. Votre mère était originaire du Mourillon, un quartier de Toulon. Quand votre père entre à la caserne Vassoigne à Hyères, vous n'avez même pas 1 an. Vous grandissez à Hyères et en 1944, à l'âge de 17 ans, vous passez le concours de l'école normale pour devenir institutrice. Cette même année, votre père entre dans la résistance et est tué montée de Costebelle. Vous démarrez vos premières années d'enseignement dans les hôpitaux et en 1947, vous êtes nommée sur l'île du Levant pour remplacer l'institutrice en place, Denise Vial, qui venait d'accoucher. Et d'ailleurs, son fils Jean-Louis sera plus tard l'adjoint spécial de l'île du Levant. L'année suivante, vous êtes nommée pour 1 an à Porquerolles. Porquerolles qui entre ainsi dans votre vie pour ne plus jamais en sortir. Vous y rencontrez Marceline Henry, votre mère spirituelle, dites-vous. On va bien sûr revenir sur cette rencontre qui a beaucoup compté pour vous. Mais pour commencer, Janine, est-ce que vous pourriez me parler un peu de votre jeunesse hyéroise et des années qui ont précédé vos années d'enseignement ? Mes parents avaient fait construire au pied de Costebelle, il y avait en face de notre maison, donc la colline, et le Gros Pin, ce qu'on appelait, le Gros Pin était un établissement avec des plantes, les mimosas, toutes les plantes méditerranéennes. Donc c'était un grand champ où notre imaginaire se complaisait à aller. On habitait dans les mimosas qui avaient des formes parce qu'ils étaient greffés. On allait dans les figuiers. Il y avait des pièces d'eau avec des grenouilles, des crapauds. Notre enfance, c'était la colline et on partait tous les après-midi s'installer sous un grand pin parasol et notre mère, pour pas qu'on fasse n'importe quoi, nous donnait de la couture. Donc nous étions obligés de faire de la couture et de montrer à notre mère ce que nous avions fait en rentrant. Alors, quand ma mère avait décidé qu'il fallait qu'on rentre, elle agitait une cloche et on descendait de la colline. Ensuite, j'ai été dans une petite école qui s'appelait l'école des 2 gares, qui est l'école maintenant qui s'appelle, je sais pas son nom, Guinemer, je crois. Et là, j'ai fait, c'était une école de 5 classes. Là, j'ai fait vraiment une époque apprendre à lire, jouer avec les jeux de notre temps, c'est-à-dire que à l'époque des cerises, on faisait des sacs de noyaux de cerises et on jouait à la baraque. On mettait un carton contre le mur de la cour et là, on envoyait des noyaux de cerises dans un trou et on gagnait 5 noyaux de cerises pour un. Alors on avait des sacs de noyaux de cerises, c'était super. Non, là j'ai passé un temps merveilleux. Une enfance heureuse. D'enfance, oui, très heureuse. Avec des frères et sœurs, Janine? J'avais une sœur qui avait 5 ans de plus que moi,
et j'avais surtout des parents très aimants. Et une maison, cette fameuse maison qu'ils avaient fait construire par notre oncle Jules, qui était entrepreneur de maçonnerie. Et là, nous avons la porte ouverte sur toute cette famille que nous avions très nombreuse au Mourillon, qui venait les week-ends passer du temps dans notre jardin et dans la maison. Ouais. C'était extrêmement chaleureux, extrêmement accueillant, un milieu modeste, mais tellement ouvert sur l'écoute des autres. Et ma mère était une femme très gaie, qui chantait beaucoup, et vraiment j'ai eu une petite enfance absolument qui m'a plantée définitivement dans une certaine personnalité, parce que j'ai eu ce départ dans l'amour. Et ça, c'est extra. Je crois que ça n'a pas de prix, en effet. En tout cas, ça s'entend, Janine. Vous vivez cette enfance très heureuse au contact de la nature, on l'entend bien. Oui. Voilà, choyée par votre famille. Vous faites vos petites classes d'école et puis en 1947, vous êtes allée au lycée et vous choisissez d'être institutrice. Je crois que ça c'était un vrai choix, une vocation. J'ai échoué au premier concours, ça je l'avais noté. J'ai échoué et je suis rentrée dans l'enseignement par la porte difficile, c'est-à-dire que quand on sortait pas de l'école normale, on devait pendant 5 ans faire des remplacements. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait des tas de villages et les îles aussi, parce que il fallait que pendant 5 ans, avant de repasser un examen, c'était le circuit quand on faisait pas l'école normale. D'accord. Ok. Donc c'était, oui, le passage par les îles finalement était une forme de oui, de je remplaçais des institutrices. On a fait une ellipse, mais la période de la guerre, vous l'avez vécue où? À Hyères également? Oui, à la maison, on avait construit une tranchée et un abri pour quand il y a eu le débarquement, mais avant, quand il y avait des bombardements, comme il y a eu à Toulon, ça a été épouvantable, le bombardement du Mourillon, des arsenaux, tout ça. Donc on avait tous, et nous particulièrement à la campagne, on filait dans la tranchée, et il y avait un endroit qui était couvert où on se mettait, et puis on attendait que ça passe. Mais c'était ça au moment le plus difficile, c'est-à-dire un petit peu avant le débarquement. Autrement, on a eu les Italiens, on a eu les Allemands. Disons, les Italiens, ils retrouvaient des cousins, donc c'était très sympathique. L'arrivée des Italiens, c'était pas des occupants vraiment. Mais les Allemands, c'était autre chose. Ils impressionnaient. Ils impressionnaient par leur chant, par leur façon de défiler, puis c'est là qu'on n'a plus été dans notre école, on a été dans l'école des garçons, car notre école était aux jeunesses hitlériennes. D'accord. Okay. Alors, mais ça, c'était agité, là c'était la période de jusqu'à, en fait... 43-45. Voilà, parce qu'à un moment donné, je pense c'est en 44-45 que nous qui étions des enfants de l'école primaire, puis des cours complémentaires, tout ça a été supprimé et nous avons tous dû aller au lycée et passer le bac. Alors qu'avant, on n'allait pas dans la partie des lycées. On faisait une carrière, cours complémentaires, institutrice. D'accord. Là, on est allé au lycée. Et c'est là que je me suis aperçue que c'était le commencement d'études intéressantes. Alors on y arrive. En 1947, voilà. Vous êtes nommée sur l'île du Levant. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle et est-ce que vous pourriez nous raconter, Janine, cette expérience? Est-ce que c'était la première fois que vous vous rendiez sur l'île du Levant? Oui, je pense. De toute façon, les rois... on n'allait pas dans les îles, du tout inconnu. Je suis nommée avant d'autres postes que j'ai eus ailleurs.
J'ai eu San Salvador, j'ai eu Gien, les hôpitaux de Gien, j'ai eu pas mal Jules Ferry, j'ai roulé pas mal sur Hyères. Puis on m'envoie au Levant remplacer Madame Vial, qui était déjà partie. Donc j'arrive dans une île du Levant, peu après la guerre, il y avait encore des Allemands qui travaillaient, qui étaient prisonniers, qui travaillaient. Ils déminaient surtout l'île. Donc j'ai été accueillie assez froidement par un adjoint débordé, les gens revenaient tout doucement, et il y avait, comment dirais-je, j'ai eu la chance dans cette nomination qui était vraiment une aventure. Moi, je me retrouve dans cette île que je connais pas, je sais pas où je vais loger, où je vais... Vous avez 20 ans, vous êtes toute jeune. J'ai 20 ans, donc je suis un peu perdue. Et là, je tombe sur justement la famille Vial, notamment la mère, la belle-mère de Madame Vial, son beau-père, qui avait à l'époque un petit restaurant qu'on appelait l'Égane, avec le restaurant en bas et des chambres au-dessus. Et ces gens merveilleux m'ont accueilli et m'ont pris en pension. Ils avaient une fille de mon âge, donc j'ai vécu là au Levant une aventure extraordinaire. Je vais lire un petit extrait d'un texte que vous avez écrit, parce que vous écrivez, Janine, vous dessinez aussi, on en parlera un petit peu, dans lequel vous parlez du Levant, et vous dites « Ce matin est mouillé, la terre colle aux semelles, mais les parfums montent le long du chemin. J'écrase le brin de romarin, la menthe fleurit, la germandrée entêtante et je m'envole, me sens palpiter du souffle de ces parfums. J'adore mes amis Vial, car ils ont su m'accueillir avec cette simplicité des gens des îles. Comme un livre qu'on ouvre, ils lisent la phrase qui dégage l'esprit de l'auteur comme une senteur, et cela suffit à la connaissance. » Vous exprimez très bien dans ce texte ce que j'ai vécu avec eux. Tout à fait. Des gens merveilleux, vraiment. Et en même temps, c'est à décrire ce petit restaurant avec son feu de bois où on faisait tourner les petits oiseaux sur une broche. Car il n'y avait pas à manger beaucoup, hein. On mangeait des petits oiseaux. On avait des brochettes, ça tournait. Et il y avait dans ce restaurant, cette petite auberge, il y avait vraiment un vieux pêcheur bourru, méchant, sous sa casquette, qui était accoquiné à une ancienne femme qui, peut-être que je ne devrais pas le dire, qui avait fait la traversée en avion avec Maryse Bastier. Et elle s'était accoquinée avec lui, elle vivait dans les îles. Une femme charmante, mais il y avait une population très particulière au Levant. Vous pourriez nous dire un petit peu comment vous avez ressenti cette population? Alors vous aviez les gens, puisque j'avais des élèves quand même dans l'école. Vous en aviez combien, vous vous souvenez? Je pense que j'en avais 8 ou 10, dont les enfants du phare, qui est à l'autre bout de l'île. Donc j'ai eu l'occasion à la fois d'avoir l'Égade, qui était le port face à Portmont, et d'aller jusqu'au bout où le soleil se lève, c'est-à-dire le phare, complètement à l'est. C'était vraiment là des rencontres. Disons que toute cette population qui fait le Levant, varie entre des pêcheurs qui pêchaient illégalement avec, comme des petites bombes. Et puis, ceux qui mettaient des pièges d'oiseaux. Ensuite, les gens normaux qui vivaient là, mais certains revenaient, mais il y avait pas le bateau souvent. On était ravitaillés très mal, donc c'était une aventure. Et au phare, il y avait une communauté avec le gardien, sa femme, ses enfants. Et là,
c'était aussi vraiment des gens très originaux. J'ai rencontré plus d'originaux au Levant qu'à Porquerolles. Au Levant, vous aviez au fort, il y avait un Allemand qui vivait avec un Lettonien et qui était il adorait le soleil. Donc il faisait... Pas pour rien qu'on l'appelle Héliopolis. Oui, il y avait vraiment des gens très originaux et bienveillants. Il n'y avait pas de raison, j'étais surtout avec Madame Vial et son mari et sa fille, et c'était là vraiment mon centre d'intérêt et ma vie avec eux. Ça, c'était riche, très riche. Vous avez donc aimé cette expérience à J'ai vécu le Levant magnifiquement. Alors, en 1948, c'est sur l'île voisine, Porquerolles, que vous êtes nommé pour enseigner. On est encore au lendemain de la guerre. L'île, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été comme hier occupée par les Italiens, puis évacuée sous l'occupation allemande. Donc vous découvrez Porquerolles qui renaît progressivement. C'est la première fois que l'école de Porquerolles ouvre officiellement. D'ailleurs, l'école se fait dans un ancien local militaire devenu la sacristie de la chapelle Saint-Tropez. Vous êtes accueilli par Robert Buffet, alors adjoint spécial de Lille, et vous logez dans un petit appartement au-dessus de la poste. Vous vous liez d'amitié rapidement avec les Henry, Marcel et Marceline, et Micheline Buffet, la sœur de Pierre Buffet, actuel propriétaire du manoir de Porquerolles. Avant que vous nous parliez de cette amitié tout à fait singulière et de l'importance que Marceline Henry a joué dans votre vie, j'aimerais pour les auditeurs du podcast rappeler quelques éléments concernant l'histoire de Porquerolles et le rôle joué par Marcel et Marceline Henry. Alors Marceline Henry, elle est arrivée à Porquerolles il y a un siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale, avec son amant, Jean Picard, de son nom de plume Claude Balline, qui était un poète lyrique avec qui elle s'est liée quand elle était infirmière pendant la guerre. Il est tuberculeux et Porquerolles est un lieu rêvé pour s'y retirer alors que la mort menace le poète. En 1919, Marceline envoie un télégramme à Marcel, son mari, indiquant « Nous avons trouvé le paradis, viens ». Marcel Henry, notaire de profession, accepte la situation et les rejoint. Il passe pour un ami du couple aux yeux des Porquerolliens. Même si Marceline Henry est impressionnée par l'histoire de François-Joseph Fournier et le modèle agricole instauré à Porquerolles, ils imaginent à Porquerolles une autre façon de gagner leur vie à travers un tourisme élitiste pour les amoureux de nature. Ils achètent l'auberge Pascal qui transforme en hostellerie provençale, dont leurs neveux Christiane et Robert Buffet prennent la responsabilité. L'île attire des artistes, des musiciens, des naturalistes, des écrivains, des scientifiques, des hommes politiques. Marcel Henry obtient que la mairie d'Hyères et la Poste subventionnent un service quotidien au départ des Salins. En 1925, Jean Paulhan, qui vient de prendre la direction de la Nouvelle Revue Française, y fait un premier séjour et se lie d'amitié avec Marceline Henry, qui est la seule abonnée de Lille à la NRF. Le fort de la Vigie est loué par Jean Paulhan et sa femme et devient le lieu où se rassemble toute une communauté littéraire, au rang desquels Marcel Arlan, Henri Michaud et beaucoup d'autres. Le phalanstère littéraire est interrompu pendant la guerre. Bien sûr. Les Henry et les Buffet reviennent sur l'île au printemps 46 et relancent l'activité de l'hostellerie provençale. Et vous arrivez 2 ans après à Porquerolles. Janine, est-ce que vous pourriez nous raconter votre arrivée à Porquerolles, vos premières impressions? À quoi ressemblait l'île et qu'est-ce qui vous a marqué vraiment quand vous êtes arrivée? Porquerolles, j'avais fait une petite promenade en arrivant avec le bateau quand j'allais au Levant. Et j'avais suivi un chemin et j'avais trouvé, par rapport au Levant, une île très arborée, des grands arbres, une forêt. C'était pas le cas du Levant. On voyait toujours la mer du Levant, des sentiers qu'on suivait. Là, on entrait dans une forêt, donc ça m'avait beaucoup impressionné. J'avais trouvé cette île sombre. Sauvage. J'étais de passage. J'avais su un chemin, j'ai repris le bateau. Quand je suis arrivée pour passer cette année à Porquerolles, j'ai été accueillie, bien sûr, par Monsieur Buffet. Et j'ai tout de suite été, pendant quelques jours, leur hôte. Ils m'ont reçu
j'allais déjeuner chez eux et j'étais avec Micheline, la sœur de Monsieur Buffet. Et toutes les deux, nous avions le même âge, donc nous nous sommes liés par les promenades que nous avons fait au début, avant que Madame Henry et Monsieur Buffet ne m'installent dans la maison de la Poste. Alors j'avais 2 pièces. Madame Henry m'a aidé par l'intermédiaire d'un de ses employés pour me porter quelques meubles, puisque j'avais juste mon lit de camp toujours qui me suivait. Mon lit de camp, table, chaise, elle m'a installé par l'intermédiaire d'un de ses employés. Et c'est là que nous avons pris un premier contact. Mais c'était surtout avec Micheline, la sœur de Pierre Buffet, que j'étais proche. Et un pêcheur qui était là et qui était aussi l'ami de Micheline. Donc nous avons fait un trio avec Michel Ferry, qui était pêcheur, Micheline et moi. Nous étions les 3 jeunes de l'île. Donc on a fait beaucoup de choses. Et Madame Henry, c'est progressivement, parce que elle a découvert bien sûr que j'écrivais des poèmes, que vous écriviez déjà? Depuis longtemps. D'accord. Oui. On en parlera tout à l'heure, mais justement c'est intéressant. Mais elle s'est dit, tiens, c'est intéressant, voilà une jeune fille toute jeune qui vraiment écrit et ça. Donc elle s'est intéressée à moi. Et à partir du moment où elle avait réintégré le fort, parce qu'au début, le fort n'était pas accessible. J'en avais la clé pour aller rêver, mais elle n'était pas installée au fort. Quand elle s'est installée au fort, effectivement, là j'ai eu la porte ouverte sur des rencontres avec elle, des discussions, des écoutes de musique, elle a essayé de m'entourer d'un climat, disons, qui me permettait, moi, de rêver, mais sans jamais, car j'ai un caractère, je pense, très fort, jamais. Vous influencer? Voilà, jamais. J'ai toujours gardé en défense ce que je suis. Et ça, c'est vraiment peut-être un bon sens naturel qui fait que vous vous protégez toujours. Donc, Madame Henry, que je sentais très proche par tout ce qu'elle m'a amené de découverte, elle m'a fait entrer dans le fort, elle m'a fait rencontrer des écrivains, j'ai rencontré Saint John Perse, j'ai rencontré Jean Paulhan, elle m'a entouré de gens de qualité qui m'ont ouvert petit à petit des horizons. Et j'avais là matière à rêver, à écrire, et ça c'était un lien très fort. Et on se retrouvait beaucoup dans cette salle ronde devant un feu de bois à écouter une belle musique. Donc elle m'a entourée de cette qualité qui a fait que ça a été chez moi définitivement une marque profonde. Toute ma vie m'a suivi. Parce que quand vous quittez le Levant, les Levantins, vous l'écrivez à un moment, vous avez mis en garde, pour eux Porquerolles était l'île refermée, ils vous avaient dit, tu vas voir, ça va être dur, mais vous dites que votre arrivée a été illuminée par la présence de Marceline Henry. Alors on dit de Marceline Henry qu'elle avait une autorité naturelle. Pierre Buffet dit que c'était une personne lumineuse, solaire et complexe, qu'il a pu mesurer l'impact que cette promiscuité solaire avait pu exercer sur ses choix et qu'il a tenté d'en atténuer les excès. Il ajoute « Je reste infiniment reconnaissant à Marceline de m'avoir donné l'exemple de la discipline dans la gaieté, de l'enthousiasme dans la quête d'idéal et surtout une curiosité des choses qui m'a aidé à en relativiser l'importance.
De votre côté, vous dites de Marceline Henry, et je pense que de ce que vous m'avez dit précédemment, vous rejoignez complètement les propos de Pierre Buffet, que votre mère naturelle était la tendresse et Madame Henry était votre mère spirituelle. Je crois que vous l'avez bien expliqué sur le rôle et l'impact que Marceline Henry a pu à la fois jouer dans votre vie et en même temps votre force de caractère qui vous a permis de conserver une certaine indépendance malgré tout, parce qu'on sent que c'était une femme de poigne, si je puis me permettre. Grande présence. Mais très délicate, car, me dit Pierre, elle avait déjà pris un certain âge. Donc peut-être les traits de caractère étaient un peu atténués. Oui, je pense. À quoi, vous l'avez un petit peu expliqué, hein, vous dites que quand vous alliez au fort, vous écoutiez Marceline, écoutez par exemple un concert de Rachmaninoff, vous dites « Mon cœur palpite ». J'ai 20 ans, nous lisons des poèmes de Paul Valéry. On peut un peu s'imaginer une période complètement merveilleuse, en effet. Donc, on sent qu'il y avait certainement une complicité très forte entre vous, cet amour réciproque pour la littérature et les arts, permis également d'entretenir cette amitié. Vous n'aviez quand même pas le même âge. Vous dites que vous étiez proche de Micheline et de Michel qui étaient de votre âge, mais voilà, Marceline Henry s'apparentait plus, comme vous le dites, à une mère. Néanmoins, vous avez eu des relations d'amitié, on le sent, qui sont profondes. Est-ce que vous qualifieriez Marceline Henry, dans sa force et sa détermination, d'une femme moderne pour son époque? Bien sûr. Elle a eu un rêve. Elle a voulu réaliser un rêve au travers d'une aventure difficile. Elle a été à la hauteur car c'était une femme extrêmement habile, sachant choisir les êtres qui l'entouraient, sachant où elle devait aller. Elle savait ce qu'elle voulait. Et je pense qu'elle a eu une autorité. Et elle a imposé à Porquerolles une personnalité que tout le monde reconnaissait comme la personne la plus importante de Porquerolles. Quand les gens montaient au fort pour, par exemple, Noël, ils montaient au fort pour voir Madame Henry. Madame Henry comptait infiniment. Elle était une personnalité lumineuse, bienveillante, mais pleine d'autorité cachée. C'était une diplomate. Vous la décrivez très bien. Est-ce que ça, quand vous dites une personnalité de l'île, un petit peu à l'image de ce que François-Joseph Fournier a pu être pour Porquerolles, dans un autre style, j'entends bien. Mais je pense qu'elle a voulu, au travers de l'île, qu'il y ait une image forte, que les gens puissent, même s'ils contestent, même s'ils critiquent, car ça c'est le fait de ce que nous sommes, mais elle était Madame Henry. Ça, c'est sûr. On le sent bien. Vous avez côtoyé son mari également, Marcel Henry. Si Marceline se distinguait pour son amour par son goût et son amour pour la littérature, Marcel était reconnu pour son goût pour la musique et la botanique. Très lié au frère Géandier, botaniste à qui l'on doit l'ouvrage de référence Petite histoire des îles d'hier. Ils ont remodelé les chemins de l'île. Est-ce que vous avez des souvenirs de Marcel Henry ? Alors, Monsieur Henry était un homme extrêmement discret, déjà. Alors j'allais au Toiton, j'étais souvent invitée au Toiton où était c'était leur demeure à ce moment-là, ils allaient au Toiton. Et là, c'est vrai qu'il m'a montré ses collections, il m'a parlé de son travail, mais c'était un homme très, très discret. Donc je l'ai pas beaucoup connu, Monsieur Henry. La personnalité de Madame Henry était tellement forte que Monsieur Henry était l'image d'un être qui était derrière, qui était très présent, mais très discret. Pour moi. Beaucoup plus effacé. Mais il est venu à l'école, il m'a apporté des collections de papillons, il a été aussi très présent. Mais je n'avais aucun mouvement vers lui. Et c'est vrai que Madame Henry prenait toute la lumière.
Est-ce qu'on peut dire que Marcel et Marceline Henry ont créé une forme, alors oui, ça c'est sûr, une forme de tourisme raisonné, et qu'en cela ils étaient en quelque sorte des précurseurs de l'écologie dans la prévention du tourisme de masse? Tout à fait. Ils étaient vraiment, c'est vrai, qu'ils ont cherché toujours à s'entourer de gens de qualité, tout en étant proches des uns et des autres. Mais je pense que ce goût d'une certaine qualité qui va non pas créer des élites, non, qui sont des gens qui ont au fond d'eux la croyance en des valeurs profondes de bienveillance, d'écoute des autres, de donner du souffle quand on peut donner du souffle aux êtres. Je pense qu'ils s'entouraient de ces gens-là. Et ça, c'est absolument indispensable. Ils ont eu, au fort notamment, des tas de gens de qualité, tout simples, mais des gens de qualité. Je pense qu'ils n'étaient pas, si vous voulez, dans cette forme d'une certaine élite un petit peu éloignée du quotidien, cette élite un peu méprisante parfois. Ils n'avaient pas autour non, de disons ce genre que c'était probablement une forme d'élite, mais choisie, artistique, scientifique. Tout à fait, et de cœur et de qualité. On le sent tout à fait. Et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez côtoyé cette communauté littéraire, artistique, scientifique dont s'étaient entourés les Henry. Vous avez dit que vous avez croisé, connu Jean Paulhan. Est-ce que vous avez des souvenirs ou peut-être une anecdote à nous raconter de cette période? Alors Jean Paulhan, mon souvenir, c'est surtout Paris, car Madame Henry a eu la bienveillance de m'emmener avec elle et pour rencontrer Jean Paulhan et lui montrer mes poèmes. Ah, merveilleux. Donc on est allé près des arènes de Lutèce, où il habitait, à Paris, et là, il m'a reçu très gentiment avec ce petit filet de voix qu'il avait. Il avait un petit filet de voix. Et bien sûr, il avait lu mes poèmes, et il m'a dit, vous savez, Janine, il faut travailler. Bien sûr, moi je sortais les phrases qui me convenaient et je n'y revenais jamais. Donc c'était vraiment sortait comme ça, la poésie sortait de moi, puis voilà, on revenait pas là-dessus. Janine, il faut travailler. Il avait lu vos écrits. C'est intéressant, mais travailler. Parce qu'en effet, vous écrivez, vous dessinez aussi, Janine. Vous avez tenu votre journal, alors entre 48 et 88, mais même peut-être au-delà. Je dis ça parce que j'ai entre les mains un petit recueil qui mentionne un certain nombre de souvenirs de ce journal. Donc, est-ce que vous avez toujours écrit? Si vous voulez, la première fois que j'ai écrit, c'était au moment, bien sûr, de la guerre. Je devais avoir 16 ou 15 ans. Il y avait un va-et-vient de famille dans la maison parce que il y avait eu les bombardements du Morillon et j'avais ma petite chambre où je me retrouvais et où j'ai commencé mon journal. Et je l'ai continué très longtemps, je crois, jusqu'après la mort de mon père. Ah oui. Donc j'ai mon journal où sont relatés tous les événements qui se sont passés entre, je ne sais pas quelle année, le 42-43, jusqu'à un peu après la disparition de mon père. Donc il y a toute ma jeunesse, mes amis, on était 5 amis qui allions au lycée, les parties pas dans la colline, on allait dans une maison d'une de mes amies, on faisait des festivals de piano. On écoutait le piano. J'avais à ce moment-là des lectures, je lisais beaucoup. J'allais au fond du jardin de chez ma mère et mon père et je lisais sous un mimosa. Et j'étais une jeune fille assez sauvage. À la fois j'avais des amitiés, mais à la fois
j'aimais mon rond de solitude qui me permettait de lire et d'écrire mon journal. Alors j'avais pris je lui avais donné un nom. Comment s'appelait-il? C'est à mourir de rire. Quand je le relis, les premières pages, c'est enfantin. Mais c'est après que vraiment tous les bombardements, le débarquement, l'occupation, tout y est. Mais comme Anne Frank aussi avait donné un prénom à son journal. C'est vrai? Oui. Il s'appelait comment le vôtre? Sibylle. Comme c'était joli. Vous écrivez, donc ça c'est important de l'indiquer, vous écrivez vraiment avant d'arriver sur les îles. Oui. Est-ce que Porquerolles a joué un rôle particulier dans votre rapport à l'écriture? Est-ce que ça a été, bon j'ai un peu la réponse à ma question, mais une source d'inspiration pour vous? Bien sûr, même le Levant. Que vous dire? Cette approche de la poésie a évolué. Elle a évolué très tard. C'est-à-dire qu'elle était une forme facile d'expression, et un jour, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert autre chose, c'est-à-dire une écriture différente. Et c'est là que les dessins sont arrivés. Donc, si vous voulez, dans le déroulement de cet état de poète, on va le dire, sans prétention, il y a eu plein de poèmes simples, issus d'une inspiration subite, d'une émotion, et au fur et à mesure des années, un jour, il y a eu un choc qui a été dû à une autre rencontre à Porquerolles d'un homme remarquable, qui est monsieur Jean-Claude Silbermann, surréaliste. Et un monde nouveau s'est ouvert. Qu'est-ce que ça a déclenché, ça, chez vous? Donc, à la fois l'écriture et le dessin, simultanément? Oui, tout à fait. Dans l'écriture? Dans l'écriture, une pensée différente, c'est-à-dire laisser parler son inconscient. Et se libérer de choses profondes dont on n'avait peut-être pas idée. Ce n'est pas une psychanalyse du tout. C'est se laisser aller et voir que les mots créent des mondes tout à coup. Et au niveau des dessins, ça ne correspondait pas du tout aux mots, ni à l'expression de la poésie, mais à un autre monde de l'inconscient qui me libérait complètement. Je laisse aller mon crayon et au niveau du dessin, je découvre des tas de choses que j'avais pas prévues. Incroyable. Et tout ça, c'est des bonheurs qui se sont installés très tard. En quelle année vous aviez à peu près quel âge? Oh, c'est récent. Vraiment récent. C'est récent. Et alors, je vais vous interrompre pour vous dire qu'il y a eu entre-temps, je suis partie à Paris, oui. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, donc ça c'était un autre journal et d'autres poésies. Hein. Tout à fait. Donc c'est postérieur à cette période parisienne. Et c'est après la période de rencontre de cet autre mode d'expression, c'est après, effectivement, et bien plus tard. Et est-ce que du coup la forme d'écriture prend encore la forme de la poésie ou c'est tout autre? Toujours. Donc il y a toujours un rythme. Je peux pas m'en empêcher. Un besoin un peu, pas musical, mais presque. Quelque chose qui va avoir un mouvement, qui va m'apporter quelque chose comme une musique. Et les dessins, parce que dans ce recueil, par exemple, les dessins font écho au texte. Enfin, on voit quand même qu'il y a eu un travail, voilà. Mais aujourd'hui, vos dessins peuvent être déconnectés de votre travail d'écriture ou il y a toujours... tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est très différent. C'est deux mondes différents.
Est-ce que vous avez des conseils de lecture ou de témoignages artistiques sur Porquerolles à conseiller, Janine? À quelqu'un qui voudrait découvrir Porquerolles par la lecture? Par la lecture, par la peinture, par toute forme d'art. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que vous conseilleriez pour commencer? Alors moi, c'est très particulier ce que je vais vous dire. Porquerolles, c'est une île sauvage. Il faut déjà arriver très humble et marcher dans Porquerolles. Aucun poème, aucune écriture, aucun livre n'apportera autant que d'aller rêver dans les chemins de Porquerolles avec ce qu'on est, avec ce qu'on apporte. Et si on n'en est pas capable, c'est qu'on mérite pas Porquerolles. Je crois que c'est une belle leçon d'humilité là que vous nous donnez, Janine. Je vais faire personnellement l'expérience très bientôt, donc ça me touche particulièrement. Faut sortir, tout ce qu'on a. Vous avez été également très proche de Micheline Buffet. Très. La sœur de Pierre Buffet, vous l'avez indiqué tout à l'heure. C'est d'ailleurs à son mariage avec Gérald Anger que vous rencontrez celui qui deviendra votre mari, Jacques Sémuller, en 1950. Une rencontre qui a débuté de façon peu banale. Je vais lire... Je vais lire cette petite phrase dans ce recueil qui dit à peu près tout, mais je vous laisserai ensuite la commenter. À Bagot, il y a un fort où j'ai passé une nuit devant le feu de bois. La barque d'amis nous avait abandonnés, Jacques et moi, pauvres naufragés qui ne se connaissaient que d'un jour. Est-ce que vous pourriez nous raconter le contexte de votre rencontre avec Jacques et cette sortie sur l'île de Bagot qui est pas banale? Pas banale. Bien sûr, j'ai été invitée au mariage de Micheline. Et Jacques était comment ça s'appelle, celui qui accompagne à la mairie. Le témoin? Le témoin. Était le témoin de Gérald, le mari de Micheline. Donc nous sommes invités, je rencontre pour la première fois Jacques, et bien entendu, c'était un guet-apens. Car Micheline, qui me connaissait bien, sauvage, qui aimait pas, qui aimait la liberté, elle s'est dit, je vais préparer le guet-apens. Elle avait envoyé à Jacques mes poèmes, quelques poèmes, en disant que c'était elle qui écrivait. Donc Jacques, qui était un homme sensible, a été très touché. Quand il est arrivé au mariage, Micheline et Gérald ont vite emmené Jacques à l'endroit où j'étais. J'étais dans une petite chambre qu'il m'avait donnée pour me préparer, puis pour passer les 2 jours. Et ils ont dit, voilà celle qui écrit les poèmes. Ah oui, sacré guet-apens, ils ont joué un sacré rôle d'entremetteur. J'étais très étonnée, bien sûr. Donc, tout ce monde, on échange des gentillesses, tout. Ce garçon était très beau, blond, avec un beau t-shirt orange, je me souviens toujours. J'ai été, bien sûr, très, très, très sensible à tout ça. Et puis, le mariage, j'étais à côté de lui. Et après, nous décidons d'aller danser à Porquerolles. Donc, des voyages en bateau qui nous déposaient, les invités, tout le monde, le phonographe pour aller danser au fort, tout en haut du fort. Ah, à l'île du Bagot, vous voulez dire? Ou vous avez dit Porquerolles? Oui, pardon, à l'île de Bagot, ouais. Donc, pour le retour, on a dit, on va faire le va-et-vient de tous les invités. Et Micheline et Gérald me disent, on viendra te chercher en dernier, avec Jacques. Bon, moi, entre-temps, nos rapports étaient très, très simples, et très amicaux avec ce garçon que je connaissais pas. Et puis, nous restons au fort, et c'est vrai que peut-être il y a eu un malentendu, en tout cas. Soi-disant, ils sont venus nous chercher en bas. Nous, on était en haut, on attendait. Et ils sont repartis en disant, et puis après tout, ils sont très bien tous les deux.
ce qui n'a pas posé de problème. J'ai eu affaire à un garçon extrêmement délicat et ça a été une nuit où on a fait du feu, où on a parlé, chanté, un peu dormi, mais vraiment, c'est là où j'ai reconnu les qualités de mon mari. Le lendemain, un vent, un mauvais temps, c'est notre sauvage de l'île, Alfred Touze, le bandit, qui est venu nous chercher avec un petit sourire narquois. Et quand je suis arrivée à Porquerolles, tout le monde nous attendait avec, bien sûr, les sourires sous-jacents. Monsieur Robert Buffet est venu vers moi et m'a dit « Janine, je suis là et on ne dira rien qui serait désagréable pour vous, car je vous connais. » Il a été extra. Donc moi, naïve, ça me passait au-dessus. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jacques et que Micheline et Gérald ont tout fait pour que nous fassions tous les deux et eux des amis inséparables, puisqu'ils voulaient qu'on vive à Porquerolles avec eux et que mon bon sens naturel m'a fait fuir. Bon, alors c'est quand même une incroyable rencontre. Et alors, comme vous dites que votre naturel vous a fait fuir Porquerolles, vous avez suivi Jacques. Parce que vous mariez 1 an après, c'est ça? 1 an après ce mariage? Je l'ai rencontré, je crois qu'ils se sont mariés en 50. 50. Donc je l'ai rencontré en 50 et nous nous sommes mariés fin 51. D'accord. Oui, fin 51. Vous enseignez à l'époque, vous avez passé peut-être encore quelques temps à Porquerolles avant de partir. Ah, j'étais déjà partie de Porquerolles quand j'ai rencontré. Vous étiez déjà partie. Ah oui, moi je suis restée l'année 48-49. D'accord. C'est tout. D'accord. Donc après, c'était fini. J'y venais aux vacances. Mhm. Parce que là, j'avais toujours un endroit pour habiter. J'ai habité un peu toutes les maisons de l'île. J'ai habité chez Madame Étienne, j'ai eu une chambre, j'ai habité la maison du Sud, j'ai habité partout. Vous avez connu tous les endroits. Donc vous suivez votre mari qui travaille dans l'automobile à Paris, mais vous revenez régulièrement sur l'île pour les vacances avec vos enfants à Noël, en février, à Pâques et tout l'été. Alors, vous m'avez indiqué que vous résidiez avant cela un petit peu partout, mais à l'époque quand même, quand vous revenez avec vos enfants, à ce moment-là, vous habitez où? Hier. Mais quand vous allez passer vos vacances à Porquerolles? Alors moi, je ne passe des vacances à Porquerolles que seule avec mon mari. D'accord. Car ma mère, a sa maison, toujours, la fameuse maison, et où mes enfants vont, et sont très heureux quand ils sont petits d'être avec leur grand-mère et leur tante. Et nous prenons un mois où nous allons à Porquerolles. D'accord. Mon mari adore la pêche. Il va avec Michel faire la pêche. Et moi, je rêvasse avec Madame Henry. Et vous logiez où à ce moment-là? Au fort. Au fort. Donc chez Madame Henry. Chez Madame Henry. Vous vivez peut-être alors à ce moment-là l'île autrement parce que vous y venez pour les vacances. Est-ce que l'île, quand vous étiez à Paris, vous manquait? Vous sentiez un appel de l'île ou pas? Non. Ou pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire, j'étais tellement confrontée à des réalités de vie de couple qui démarre et qui a des conditions difficiles de vie. C'est pas simple, c'est une bataille. Donc toute mon énergie allait là. Et j'avais simplement le bonheur, de temps en temps, de voir arriver Madame Henry. Et jusqu'à la mort de Madame Henry, vous avez pu aller en vacances et passer un peu de temps avec elle, ou est-ce qu'il y a eu quand même des périodes... Oui, tout à fait. Oui. Dans ça, nous y allions. Et puis elle a, si vous voulez, elle a beaucoup apprécié aussi mon mari, alors qu'elle a été très attentive avant de le faire venir au fort. C'était un lieu particulier. Donc elle a beaucoup apprécié mon mari. Et c'est vrai qu'il partait beaucoup à la pêche et il avait des activités sportives, lui. Donc on s'équilibrait très bien tous les deux. Et on se respectait beaucoup. Donc il m'a permis de vivre Porquerolles
Toujours, même quand j'étais mariée. Et c'est vrai que à Paris, quand Madame Henry, de temps en temps, venait à Paris, elle venait toujours voir la maison et voir comment je vivais. On sent que dans vos relations, aussi bien avec votre mari qu'avec Madame Henry, il y avait une forme... vous l'avez dit au tout début, que vous aviez une forme de... Je pense que vous êtes une personnalité, une personne de caractère, qui a besoin certainement de son environnement de solitude. J'ai besoin de ma bulle. Voilà, exactement. Et donc vous êtes entouré certainement de gens qui ont su respecter cela. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance. Ça se sent vraiment. Et quand j'étais à Paris, il y avait un substitut à ce que m'avait apporté Porquerolles, c'est que j'ai rencontré les amis de mon mari, qui étaient des gens remarquables. Des hommes, et des femmes, mais surtout quelques hommes qui m'ont apporté des amitiés d'une grande pureté, d'une grande dimension, et avec lesquels nous avons vécu d'autres aventures. Tout à fait. On sent que vous avez eu votre univers aussi à Paris, complètement déconnecté de Porquerolles. Tout à fait. À la mort de Marceline Henry, Pierre Buffet obtient que vous puissiez occuper la maison du barrage en échange du financement de la restauration. J'aimerais lire, alors j'espère ne pas me tromper, mais il y a un poème qui s'intitule « Barrage » dans ce petit recueil, donc je suppose qu'il est question de cette maison. Vous me permettez de le lire, ou alors vous pouvez le lire si vous voulez, je le lis. Donc, Barrage. Je suis une tortue de vieille carapace, n'écoutant plus mon cœur brisé de guerre lasse. Je balance tortue mes écailles usées, au-dessus des remous de terre caillouteuse. Et ma tête attentive, alourdie de pensées, charge de ses regards les chemins difficiles. Aller très loin avec ce poids de ma tenace charge, chercher l'ombre et la mousse des caches souterraines. On sent que c'est une maison un peu spéciale. Est-ce que, voilà, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, je crois. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Vous dites que c'est une maison en adéquation avec la nature sauvage. Alors, je pense que vous parlez de la nature sauvage, mais peut-être aussi un petit peu de votre nature personnelle. Est-ce que vous pourriez nous en parler de cette maison ? Alors, Pierre a été extraordinaire, car à la mort de Madame Henry, il a continué dans l'amitié. Donc, on a pu aller au fort, comme vous l'avez dit, et ça a été quand même un très beau cadeau. Puis, un jour, il nous a dit, si vous voulez quelque chose à Porquerolles, il y a le barrage, la maison du barrage. Donc, je vais la remettre en état et vous pourrez y vivre, venir en vacances. Alors, bien sûr, il y a eu un échange de façon que ce soit pas trop lourd pour lui de réparer cette maison. Et puis, nous avons commencé notre installation au barrage. Disons, c'est une maison simple, dure. On peut peut-être préciser pour les auditeurs, c'est une maison qui est très ancienne, qui a 200 ans oui, à peu très près, vieille, qui a été habitée par les gardiens par les gardes, oui, ça. Tout à fait. C'est très isolé, c'est pas très loin du manoir, mais on s'enfonce dans le vallon de la solitude. Tout à fait. Et l'arrivée au barrage, pour moi, ça a été tout à coup une autre histoire, une autre approche de l'île, sévère. J'avais très peur, très peur. J'ai maîtrisé la peur, j'ai maîtrisé plein de choses au barrage. Le barrage m'a apporté un épanouissement intérieur d'un autre ordre, au niveau de presque du corps, car quand on a peur, on souffre. Et j'avais des nuits d'angoisse. C'était la peur parce que vous avez peur de tout. Pour ceux qui ne connaissent pas Porquerolles, et c'est vrai que tout est très concentré à Porquerolles, vraiment sur le port. Voilà. Et donc cette petite maison est vraiment excentrée derrière le manoir, mais un peu loin dans la forêt. Oui, à peu près. Et donc cette peur était nourrie par. Alors cette peur, c'était ce qu'on. Alors là, il faut que je revienne sur les choses. J'avais été agressée hier une fois, qui m'avait traumatisée. Donc j'avais en moi
toujours des restes de cette terreur. Partout, ça m'avait suivi. Hein. Et puis, en arrivant au barrage, justement, j'ai eu encore des relents de cette peur. Et justement, le barrage m'a appris à dominer tout ça. Donc, même si j'avais peur derrière ma porte, je poussais mon fauteuil, tout, s'est installé petit à petit une tranquillité qui a été interrompue, cette tranquillité que j'avais acquise par justement la venue de gens, l'hiver, qui ont cambriolé le barrage. Donc je reviens au barrage et je vois qu'on est rentré dans la maison, qu'on a vidé plein de choses et tout. Donc là, nouvelle étape. Le village, les gens viennent me dire « tu vas plus rester là ». J'ai dit non, je reste et je dominerai. Et là encore, ça a été encore une bataille, mais le barrage m'a conforté dans toute cette découverte qui fait que on lutte contre des instincts, des choses que vous analysez, vous vous dites non, il faut pas exagérer. Mais c'est un lieu quand même qui peut être dangereux. Vous y veniez seul ? Oui. À partir de quelle année vous veniez seul au barrage, à peu près ? Alors, le barrage, mon mari était mort quand j'ai eu le barrage. Donc après 83 je crois que mon mari n'a jamais connu le barrage. 86, car Étienne avait 6 mois. Étienne avait quelques mois quand c'est mon petit-fils, quand on est arrivé au barrage. Donc mon mari n'a pas connu, et je venais seule, bien sûr, et quelquefois avec une amie que j'ai toujours, qui m'accompagnait, mais de temps en temps seulement. Mais je venais seule, oui, tout à fait. Et en 99, donc vous revenez vivre à Hyères, oui. Et vous passez la moitié de l'année à la maison du barrage. Comment ça se passait exactement ? Vous passiez 6 mois, ou c'était beaucoup plus... Voilà, c'était des petits allers-retours réguliers ? Non, j'y passais un certain temps. Vous y passiez un certain temps ? Oui, tout à fait. Là, effectivement, je retournais souvent au barrage d'abord. C'est vrai que j'y étais bien. Oui. J'y étais bien. Puis j'avais des amis très chers qui sont pas très loin de moi et que j'appelais au cas où j'avais des problèmes. Donc ça, j'ai été souvent au barrage et ça a été là la porte ouverte sur les gens du village qui venaient, les repas, les rencontres. Ça a été très animé, la vie au barrage pendant un certain temps. Mais oui, parce que en fait, c'était la première fois à partir de 99 où vous viviez véritablement l'île sur une durée assez longue, voilà, avec des amitiés liées de longue date, dont tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait un cheminement, que cette maison, on sent qu'elle vous a travaillé intérieurement de façon très profonde. Beaucoup. Ça a marqué du coup certainement une nouvelle étape dans votre relation à l'île et aux habitants, cette période. On n'a fait que reprendre une histoire, car les gens de l'île vous regardent toujours quand vous êtes dans cette île. Elle n'est pas d'ici, comme ici. Hein. Et le fait j'ai été institutrice, donc j'ai déjà une petite histoire, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais quand j'ai eu le barrage, là ils se sont dit, elle aime l'île. Et leur comportement, qui était très sympathique, est devenu très proche. Ils venaient au barrage. Alors j'ai eu Marius le pêcheur, j'ai eu Madame Étienne, femme rare, on sent que qui est venue m'offrir une marguerite à planter. Marius Ferry, le pêcheur, le père, qui est venu planter un abricotier, qui est un peu maigre, l'abricotier. Tarzan, le fameux anarchiste, qui venait boire son apéritif au bout de la table et qui racontait ses diverses aventures, un dur de dur. Et on sent qu'il faut faire ses preuves
pour être digne de l'insularité. Absolument. Attention. Et du titre d'Ilien, je sais pas, est-ce que vous l'avez acquis? J'y tiens pas. Non, je ne veux pas. Je suis un électron libre. Ils m'acceptent pas. Ils m'ont tous accepté parce que la table était ouverte. On a fait des repas avec Jean-Claude Ferry, qui était mon élève, qui a 5 ans maintenant. Je faisais partie de Lille. Vous faisiez partie de Voilà. Et puis je les ai connus, l'institutrice qui a été à Port-Cros et qui est quelqu'un du pays, qui s'appelle Danielle Ferry. Je l'ai connue, elle avait 2 ans. Oui. Donc j'ai une histoire. Ça, ils en sont conscients. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le barrage les a beaucoup étonnés que j'habite là. Ils se sont dit... Et c'est bien, ils sont tous venus. Et ça a été une belle époque, très riche. Et aujourd'hui, vos enfants et petits-enfants continuent de se rendre à Port-Cros? Oui, mon fils, qui a William. été il aime Port-Cros comme je l'aime. Et il a surtout été adjoint et il a été très heureux, même s'il a été très mal accueilli. Ah oui. Mal accueilli. C'est un Parisien. Vous êtes heureuse qu'il ait été adjoint spécial de Lille? Pour lui, ça a été une grande souffrance parce qu'ils l'ont pas épargné, mais un grand attachement. Il est au-dessus de ça. Puis il aime le barrage. Il allume son feu. Il est heureux. Bon, on sent qu'il est imprégné d'une empreinte dont vous n'êtes pas étrangère. J'aimerais qu'on parle de votre lien à Port-Cros à travers une petite série de questions très courtes et assez concrètes. Quelle est la saison que vous avez préféré vivre sur l'île de Port-Cros? Vous enlevez juillet, août. Et tout le reste? Tout le reste, formidable. Noël, on a fait des Noëls. Février, les mimosas qui commencent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en avait là où j'étais. Il y en avait un, ils l'ont éradiqué parce que bon. Mais... tous les mois, le mois de juin, magnifique. C'est magnifique le mois de juin. Non, tous les mois, vous enlevez juillet, août, où il y a davantage de va-et-vient. Mais on est protégé quand même. Hein. Les gens viennent pas. Ils viennent, les touristes, mais bon, faut accepter hein, aussi ça. Non, il faut pas être égoïste, il faut pas refermer. Est-ce qu'il y a un ou des endroits que vous affectionnez particulièrement à Port-Cros? J'aime beaucoup la pointe sud, où il y a la maison du sud, il y a un banc qui est devant, et on voit la pointe de Bagot et le large. C'est un bel endroit pour rêver. Et puis le Cognier, parce que j'ai mis ce que j'aime, enfin mon mari, les cendres de mon mari, et Michel Ferry, qui est mort bien après, ont été envoyés jetés à la Gabinière, qui est ce grand rocher, qui est comme un magnifique tombeau. Et là, c'est vrai que j'aime bien à la pointe du Cognier, je vois la Gabinière et je pense qu'il y a des mérous qui ont avalé tout et qui transportent ce que j'aime. C'est une très belle image. Si vous deviez décrire la géographie des lieux en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Port-Cros, comment vous lui décririez-vous cette île? Peut-être en termes de végétation, de relief Alors, avant tout, c'est une île très boisée, donc forêt. Ce que vous avez tout de suite vécu quand vous êtes arrivé. Ça m'a quand même interpellée. Le fait qu'il y a une forêt à Port-Cros. Après, il y a... c'est vrai, des lieux dits. Alors, la Pointe Sud, la Palue, Portman, des coins intérieurs, comme la Sardinière, comme les tas de lieux qui font qui font l'île, les forts qu'on aussi, découvre. La ligne des forts, très belle, parce que là, on voit la mer, et l'Estissac, c'est une merveille. Hein. Quel fort superbe. On monte là. Si vous avez une grande pèlerine, vous êtes Chateaubriand. C'est ce que j'allais vous dire.
J'essaierai de jouer les Chateaubriand demain si je vais fouler le sol de Porquerolles. Est-ce que vous pourriez nous raconter un souvenir, une anecdote marquante que vous avez vécue à Porquerolles et dont vous vous dites, il y a vraiment que là-bas que j'ai pu vivre ça, que j'aurais jamais pu vivre ça ailleurs? Je pense que ce qui fait que j'ai cet attachement, parce que j'ai vécu vraiment des choses qui sont jamais revenues dans ma vie. C'est-à-dire ces parties de pêche avec Michel Ferry, ces promenades dans les maquis pour faire des bouquets avec Micheline. C'est des choses rares puisqu'elle est morte et qu'elle s'est suicidée. C'est des choses qui peuvent pas revenir et qui sont marquées. Ces promenades que je faisais avec elle, elles sont restées au fond de mon cœur. Michel, pareil, quand on allait faire les langoustes entre le Levant et Porquerolles, qu'on partait de nuit et attendre le matin pour tirer les paniers. Jamais ça revient, ça. Les moments vécus au fort, avec cette grande tablée où on prenait le petit déjeuner avec des tas de gens discrets, mais dont la conversation était agréable. Ça ne revient pas, ça. Et en plus, j'ai une philosophie de l'instant. Donc, tout ce que j'ai vécu, j'ai dit ça ne reviendra jamais. Et de fait, c'est ancré encore plus profondément dans votre mémoire, j'ai l'impression, non ? Si bien qu'actuellement, je regrette pas une minute de ne pas revenir à Porquerolles. La dernière fois que vous êtes allé à Porquerolles, c'était quand ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. L'île vous manque ou pas ? Non. Non ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous arrivez à faire revenir et rejaillir des... J'ai vécu tellement intensément tous les moments, en étant consciente que ça ne reviendrait pas. Et tout ce que je vis, j'essaie de le vivre comme ça. Rien ne revient. Rien. Ouais, c'est une belle leçon. Enfin, rien. C'est moi qui le dis. C'est pour moi. Globalement, sur la vie insulaire, alors on dit souvent que la vie insulaire, elle fascine, autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa particularité ? Peut-être en termes d'espace, de temporalité, de vie en communauté. Moi, je dirais la liberté quand même. Hein. Vous avez une île et vous y êtes libre. Vous marchez, vous promenez, vous rêvez, vous y vivez. Comme moi j'y ai vécu, j'ai eu cette chance. La liberté. Ensuite, le respect que vous doivent les gens, non, ça n'existe pas. Les gens sont comme ils sont. Et ils réagissent comme ils sont dans une île. C'est rare qui cachent ce qu'ils sont, réellement. C'est difficile de le cacher sur une île. Oui. Même si on voulait. Tout à fait. Tout le monde se connaît, tout le monde sait. Celui-là est comme ça, celui-là est comme ça, tout de suite. Non, moi, c'est vrai, le fait d'être au barrage, j'aurais vécu dans le village, j'aurais été différente. C'est pas pareil. Là, c'est la liberté. Vous me disiez, précisez votre question là que vous venez de me poser. Je sais pas si j'y ai répondu. Si, bah vous avez répondu à, en tout cas, une partie qui me semble être une partie vraiment intéressante. Et d'ailleurs, je vais lire un petit extrait de ce que vous dites de l'insularité qui rend fragile. Mais je vous disais, voilà, qu'est-ce qui fait la particularité de l'insularité ? Et vous avez vraiment répondu sur l'aspect... la liberté. La liberté. Enfin, pour moi. Oui, mais c'est... C'est ce que j'ai ressenti. La liberté et la découverte de soi. Ah oui, ça c'est pas neutre. Et oui. Car si j'avais pas vécu à ce que j'ai vécu à Porquerolles, je serais pas ce que je suis. Alors on va y revenir, j'ai une petite question après sur ce sujet. Je voulais juste lire ce texte qui moi personnellement m'a beaucoup touchée. Vous savez que le podcast que je réalise, il s'appelle Fragile, avec le jeu de mots sur les îles et tout ce que ça peut engendrer en termes de sémantique autour de ce mot-là. Vous dites: l'insularité rend fragile. Il faut vivre les uns avec les autres et dépendre souvent les uns des autres. Nous sommes semblables aux éléments qui nous cernent, un calme plat bonasse, comme on dit, on s'aime tous. Un coup de Mistral, tous sont dans les maisons,
agités, nerveux et cherchent leurs ennemis, car cela fait du bien d'agiter comme bourrasque son agressivité. Mais lorsque la tempête est là, que l'eau monte, alors tous les solidaires vont tirer les barques, calfeutrer les façades. Ça, je l'ai entendu aussi à Porquerolles, même si on n'est pas du tout sur le même territoire. Il y a quelque chose dans les liens entre les insulaires qui est assez singulier. Vous dites en effet, on peut pas se cacher, on peut pas masquer sa personnalité sur une île. Tout le monde sait bien comment est un tel. Tout le monde n'est pas ami, loin de là. Et en même temps, dans l'adversité, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui relie les gens. On me dit souvent, en tout cas dans les personnes que j'ai interrogées à Porquerolles, que quand il y a un enterrement, par exemple, tout le monde est là et tout le monde est vraiment présent. C'est-à-dire que c'est pas une présence de façade. Du tout. Vous l'avez vécu ça aussi? Oui, quand j'ai été cambriolée. Ils sont tous venus. Ils sont tous venus, ouais. Oui. Ouais, c'est assez... Non, ça, ils sont très solidaires, hein. Très. À écouter les insulaires, on comprend que les îles sont des lieux où le paradoxe se vit particulièrement intensément. Ce sont des espaces délimités, ouverts sur l'infini en même temps. Pierre Buffet, dans l'Esprit de l'île, écrit en parlant de la vie sur l'île, « Y vivre requiert une vigoureuse résistance à la solitude, une difficulté d'être plus éprouvante qu'en d'autres lieux, et en même temps, les îles offrent la tentation de pouvoir mieux y donner vie à ses rêves. » Qu'est-ce que ça vous inspire? Pierre, il a vraiment une démarche. Il y a des points communs avec ce que j'ai vécu, mais lui vraiment a vécu beaucoup à Porquerolles. Et si vous voulez, il y a un côté chez lui de, comment dirais-je, de crainte. Porquerolles abîme. Porquerolles, vous voyez, il a toujours cette angoisse que cette île apporte aussi un danger. Chose que je n'ai pas. Parce que vous avez eu peut-être un peu plus J'ai pas vécu ce qu'il a vécu. Oui. Lui a vécu, marié, a eu des enfants, il a vécu l'aventure du manoir, il a vécu sa jeunesse, totalement différent. C'est dur, dur, c'est une île dure. Mais on comprend. Vous avez eu plus peut-être de souffle à côté pour vous permettre d'être plus apaisé dans votre relation à lui. J'ai eu une vie. Lui, il est pris aussi par la matérialité, le manoir, la gestion de ses enfants, de sa femme, de tout ce qui a fait sa vie d'homme. Donc il est beaucoup plus sévère avec Porquerolles que moi. Je comprends. Une forme peut-être de protection. Je m'avance un peu. Mais est-ce que vous sauriez définir ce que Marceline Henry et Pierre Buffet aujourd'hui dans sa lignée nomment l'esprit de l'île? Oui, c'est difficile à exprimer. L'esprit de l'île, c'est propre quand même à Marceline et à Pierre Buffet qui a pris la suite. Ça n'est pas le propre des autres. Je pense que c'est une qualité qu'avait Marceline et qu'a eu Pierre de saisir le profond de cette île, ce qu'il appelle l'esprit, c'est-à-dire cette façon de recevoir de cette terre des choses qu'on ne trouve nulle part, qui sont dues peut-être à ces éléments, à la mer, le vent, la nature, qui ont été, comment dirais-je, à qui on a donné une dimension. Et ça, Marceline et Pierre ont donné la dimension à tout ce qui faisait la matérialité de cette île. Alors que je suis pas sûre que tout le monde l'a fait. Non. Est-ce que vous pensez que le fait de ressentir et d'être imprégné de cet esprit de l'île a quelque chose à voir avec l'idée d'être investi d'une mission pour l'île? Parce que tous les deux, alors pas de la même façon, mais Marceline aussi bien que Pierre Buffet,
vous le dites, hein, leur rapport n'est pas celui que vous avez pu avoir, n'est pas celui que d'autres ont pu avoir. On sent qu'ils sont habités et investis d'une mission sur l'île, pour son avenir, pour... Oui, mais je pense que c'était absolument l'esprit de Madame Henry. D'accord. Elle investit cette île en disant « ce sera mon île » et j'y mettrai ma marque et j'en ferai ce que je souhaite pour elle. Pierre, c'est pas pareil. Lui, il a fui à un moment donné parce que c'était pesant. Et il a pris un souffle et c'était le seul qui pouvait revenir, vraiment, et qui avait compris l'esprit de Madame Henry et qui s'en est éloigné un temps pour respirer. Et quand il est revenu, la lourdeur s'est rabattue. Oui, s'est abattu. Et c'est un être qui certainement a souffert de devoir mélanger cet esprit qu'il a de l'île et la matérialité qui l'épuise. Il l'écrit d'ailleurs, hein, à la fin de l'esprit de l'île, il dit bien que la matérialité, la reprise du manoir au début, c'était quelque chose de complexe pour lui parce que à la fois il avait l'impression de recevoir ses amis, la dimension commerçante tout simplement et prosaïquement cette dimension-là, au début lui a été pénible, on le sent. Oui, enfin il le dit d'ailleurs très très simplement. Non, il avait envie d'autre chose, mais c'est vrai qu'il a assumé magnifiquement la suite. Il a cultivé l'esprit de l'île, même auprès des habitants. Monsieur Buffet, c'est une personnalité. C'est le jour où il sera plus là, l'île n'aura plus aucun intérêt pour moi. Vous dites, à Porquerolles, je devenais le chêne. Je me rends compte que cet environnement que je croyais hostile m'a pénétrée et m'a ouverte au monde. Un monde intérieur qui fait que je n'aurais pas pu donner la même chose à tout ce qui m'entoure. Est-ce que vous pourriez dire, Janine, en quoi l'île vous a nourri, a modifié peut-être votre rapport au monde et aux autres? Je pense complètement. Porquerolles m'a apporté ce que peut-être des êtres que j'aurais rencontrés m'ont apporté. Mais cette île m'a apporté une dimension de mon monde intérieur que je ne connaissais pas. Je crois qu'elle a apporté l'environnement qui me permettait de découvrir autre chose que la vie banale, que l'approche simple des gens. Elle m'a fait passer le miroir qui fait que tout à coup, vous voyez le monde différemment. Vous parlez d'un monde intérieur auquel l'île vous a permis d'accéder. Est-ce que l'île... Alors la question, vous allez la saisir comme vous allez la saisir, mais est-ce que l'île a ce pouvoir d'élever les âmes selon vous? Et si oui, par quel truchement? Ça tient à quoi cette force de l'île? À ce que vous êtes. Tout simplement. Ça révèle? Ah oui, tout à fait. Suivant ce que vous êtes, vous prendrez à Porquerolles ce qui ne donne pas, ce que vous allez vous chercher. Mais l'île, elle est là, présente. Elle offre sa nature, ses souffles, ses grands chênes, ses maquis, ses odeurs. C'est vous qui portez tout. Ah, vous recevez ou vous recevez pas. Bon, là, vous m'avez scotché, là, Janine. Je dois dire que, du coup, ma prochaine question, je la pose quand même, mais vous m'avez scotché, donc... Ma question, c'était, est-ce que l'esprit de l'île pourrait s'apparenter à une certaine forme de transcendance? Quand vous me renvoyez à un monde intérieur de chacun... Bien sûr. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Ouais, tout est là. Vous mettez deux êtres dans un chemin, il y en a un qui va... Et l'autre qui va dire « Oh, tiens, regarde, t'as vu cette feuille ?» C'est tout à fait comme ça que ça se passe. Tout bêtement. J'aimerais qu'on en vienne un petit peu maintenant à l'insularité et à ce que vous avez pu vivre
à travers vos expériences à Porquerolles, à l'île du Levant, à Porquerolles, et qu'on mette un petit peu en perspective ces 3 îles. Porquerolles et Porquerolles sont souvent présentés comme des îles sœurs, Porquerolles la douce, Porquerolles la sauvage, pour caricaturer. Vu de Porquerolles ou de l'île du Levant, le caractère insulaire de Porquerolles peut sans doute être questionné. Oui. Quand Porquerolles est desservi 4 à 5 fois dans la journée, l'accès à Porquerolles est beaucoup plus limité. Une navette aller-retour tous les 2 jours en hiver. On voit bien qu'on n'est absolument pas sur les mêmes proportions. Porquerolles compte entre 15 et 30 habitants, on va dire. Quand Porquerolles en compte 300, pas de bar, ni de restaurant, ni de café ouvert l'hiver. Bon, c'est le cas aujourd'hui aussi à Porquerolles avec la situation. On voit que la continuité territoriale est à géométrie variable selon les îles. Vous avez remplacé l'institutrice malade à Porquerolles. Vous vous souvenez en quelle année c'était ? Ça doit être J'ai quitté Porquerolles 48-49, donc je pense que ça devait être en 50. En 50. Ça bascule entre fin 49 et 50. Donc vous avez fait l'île du Levant, Porquerolles et Porquerolles presque, voilà, en 3-4 années. Est-ce que Porquerolles, c'est une île que vous connaissez bien ? Alors, Porquerolles, déjà, j'ai de la famille. Et donc, quand j'ai été nommée à Porquerolles, donc je prenais mes repas chez mes cousins. Et j'avais une chambre chez une femme qui gardait dans des bocaux des crapauds et des serpents. Donc déjà, quand je suis arrivée, j'étais un peu impressionnée. Et j'avais une chambre pleine d'édredons violets. Vous l'avez écrit là. J'étais terrorisée. Oui, je crois. Et pourtant, c'est l'île sur laquelle vous dites que vous aviez de la famille. Autant sur l'île du Levant et Porquerolles, vous arriviez en terre inconnue. À Porquerolles, vous arrivez, oui, vous avez... Et je meurs de peur. Et vous mourrez de peur, c'est incroyable. Affreux cette chambre. Vous dites, dans le grand salon, la cheminée trône dans l'ombre avec sur le rebord des bocaux où finissent de se figer serpents, crapauds, mulots. Oui. La chambre que j'occupe m'impressionne, un grand lit couvert d'un édredon violet entouré de sombres tentures. Heureusement, dans l'angle, il y a niché un canapé d'une place. C'est là que je me love le soir en n'oubliant pas de rêver d'assassinats sordides au couteau de cuisine. J'ai une imagination épouvantable, ça me tue. Pourtant, Porquerolles est quand même beaucoup moins redoutable au premier abord que Porquerolles. Enfin, je veux dire, est beaucoup moins mystérieuse. Oui, mais il y avait l'esprit de l'île. Oui. Ah oui, peut-être. Là, c'est une île qui est rattachée au continent, pratiquement, franchement. Elle est trop près. Donc, il y a des paysages magnifiques, des plages sublimes, hein. Plage d'Argent. Oh, la première fois que je suis arrivée à pied, là, à la plage d'Argent, c'était la liberté, la beauté. C'était pas un bateau qui venait. Ah, quelle merveille, cette île, elle est très belle, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout été habitée par Porquerolles. Du tout. Il y avait des classes d'une 20aine d'enfants. J'étais donc avec quelqu'un dont j'ai oublié le nom du reste. Et vraiment, c'était une île bienveillante, sympathique. J'avais donc ses cousins, mais j'ai rien vécu de puissant, d'aussi puissant que ce que vous avez. Il n'y a que le Levant et Porquerolles. Porquerolles, rien du tout. Si ce n'est la gentillesse. Quel regard les Porquerolliens portent-ils sur Porquerolles ? Je sais que à Porquerolles, pendant la guerre ou un petit peu après, ils se faisaient la guerre en tant que pêcheurs. Et moi, je sais que j'ai un cousin qui était un bandit. Il tirait sur ceux de Porquerolles. J'avais deux cousins. Une femme qui était mariée avec l'adjoint, qui était très gentille, et son frère qui était un bandit. Joseph, il était célèbre, il était un bandit de l'île. Et je sais qu'il tirait en l'air, mais c'est mon territoire, c'est pas le filet. Non, c'était la bataille. C'était la bataille. Derrière la question, en creux, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas une forme de... je vais pas dire condescendance, mais enfin, ils sont pas vraiment iliens. Voilà, peut-être aussi, hein, je pense. Mais bon, peut-être que tout ça est dépassé, parce que, vous voyez, par exemple, quand il y a eu un instituteur qui a été à Porquerolles, qui a été directeur de l'école, qui faisait des échanges avec Porquerolles.
Les enfants sont venus à Porquerolles, les enfants de Porquerolles à Porquerolles, grâce à des gens, que ce soit l'institutrice de Porquerolles et l'instituteur de Porquerolles, communiquaient beaucoup. Donc il y a des tas de choses maintenant qui sont dépassées et les gens vivent différemment quand même, les mentalités, même s'il y a des fonds, bien sûr, qui restent toujours, des relents, mais c'est comme ça qu'on défend son intégrité, peut-être. Certainement. Porquerolles, Porquerolles et l'île du Levant sont souvent désignés par ceux qui ne les connaissent pas individuellement et dans leur singularité comme un tout formant les îles d'hier. Or, il suffit de se pencher sur leur histoire, leur statut, leur géographie, leurs habitants aussi, pour en saisir un petit peu les particularités. Chacune porte une identité, des problématiques qui lui est propre. Vous qui avez connu les 3 îles, comment, très simplement, vous définiriez chacune d'elles, les unes par rapport aux autres? Alors pour moi, Porquerolles, c'est la continuation du continent. Donc pour moi, c'est une île facile. Voilà. Ça n'enlève pas la beauté des paysages. Mais quand vous voyez le nombre de gens qui exploitent cette île, et qui exploitent et qui ont abîmé tout ce coin de la presqu'île de Gien, qui est en parking. Les vignobles, les jardins, tout ça, ça n'existe plus. Porquerolles, ça a abîmé beaucoup de choses par l'attrait de cette île. Vous voulez dire donc, de l'autre côté, par l'attrait, la fréquentation que ça a généré Ça a généré de la part des gens qui avaient des vignes, qui avaient des terres, de tout vendre et de faire des parkings. Et ça a généré un monde épouvantable au bout de cette presqu'île. Donc Porquerolles est porteuse de cette continuation du continent. Mais c'est une île qui est magnifique. Mais elle est tellement piétinée, abîmée, que c'est dommage. Porquerolles reste la sauvage. Grâce au parc national. Les gens critiquent, mais heureusement qu'il y a un parc national. Qu'il soit inefficace, tout ce que vous voulez, il protège. Construction et tout. Donc c'est bien. C'est une île qui est préservée. Le Levant, je pense que les gens se battent bien, le Levant. Ils sont intéressants, le Levant. Je crois que le fait qu'ils soient propriétaires et qu'ils essaient quand même d'exister avec l'insularité en eux, vraiment, vraiment. Moi je pense. Le Levant et Porquerolles, c'est très différent de Porquerolles. Très. Vous les mettriez toutes les deux ensemble et Porquerolles à part? Je mettrais un peu Porquerolles à part, oui. Et le Levant, qui est une île que je connais pas du tout, mais je sens bien que c'est encore très différent, même de Porquerolles. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça tient à quoi cette différence de l'île du Levant Le Levant, c'est quand même beaucoup de gens propriétaires indépendants. Donc ils dépendent ni du parc ni du rien. Même si dans certains, pour la pêche et tout, il y a quand même une surveillance. Ils ont la marine maintenant qui prend la moitié de l'île, ou les 3/4. Donc le peu qui reste du Levant est très habité. On le voit, hein, c'est très concentré. Et les gens sont propriétaires, mais sont des gens qui ont une mentalité particulière de naturistes, certains, et de naturistes purs et durs, certains, et puis de gens ordinaires qui vivent comme ils ont envie et qui se défendent justement de la connotation naturiste, tout nu, etc. Mais il y a une grande majorité de naturistes. Et ceux-là, de plus en plus, sont importants. Et voudraient que cette île ne soit que ça. Donc je vois mon amie Sylvette se bat pour qu'effectivement les gens qui sont propriétaires de leurs biens, de leurs restaurants, de leurs maisons, continuent à vivre normalement, en toute liberté. Donc c'est une île de particularité. Avec au sein même de l'île des singularités. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est intéressant. C'est des gens très particuliers. Eux, l'insularité leur va très bien. Ouais.
On parle volontiers de fraternité insulaire au sein de chacune des îles, mais est-ce que, et vous avez un petit peu répondu à ma question, mais est-ce que vous trouvez ou vous pensez qu'il existe une fraternité interinsulaire selon vous? Ou alors vraiment les îles, on parle des îles d'hier, mais finalement ça ne tient qu'à leur géographie, les Iliens se fréquentent assez peu entre eux d'une île à l'autre. Alors c'est vrai que William avait essayé d'unir le Levant avec Porquerolles. Ils sont venus jouer aux boules, ils sont venus. Mais alors c'est ceux qui ont à Porquerolles une mentalité pas très drôle. Un peu réticent. Mais je pense que ceux qui ont l'esprit ouvert sont très très partants. Ils font la course ensemble. Il y a des tas de choses qui les unissent. Et Billy a poussé un peu à ça. Il aime beaucoup le Levant. Donc il a vraiment créé des trucs pour qu'il y ait le lien. Billy, mon fils. William, d'accord, très bien. C'est pas bien. Donc, comme ça, au moins, je sais. On sait l'hyper-fréquentation dont ces îles sont victimes pendant l'été. Est-ce que vous avez été témoin de l'essor de la fréquentation à Porquerolles ces 70 dernières années ? Affreux. Enfin, pendant le Covid, il y a eu, ça je n'ai pas vu, mais ils m'ont dit qu'il y avait des queues pour attendre pour aller au bateau, qui tenaient presque toute l'anse de l'île. Voyez ? Mais cet été a été particulièrement... Affreux. Oui, alors qu'on était dans un contexte sanitaire. Mais c'est pas la peine de descendre au village l'été, quand il y a ces hordes de gens qui débarquent sur l'île, ce qu'on comprend. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Il n'y a pas de plage. Alors les randonneurs, très bien. Mais ces gens qui arrivent avec des poussettes, des enfants, c'est rude, Porquerolles. Bien sûr. Vous pensez qu'il faudrait mettre en place des quotas, limiter la fréquentation ? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Dans des territoires comme Porquerolles, on peut craindre, et d'ailleurs Pierre Buffet en parle, mais l'extinction progressive de la vie locale au seul bénéfice d'une fièvre estivale. Est-ce que vous vous souvenez de l'année à laquelle l'école de Porquerolles a fermé ? Je devrais m'en souvenir parce que j'ai participé à sa défense. J'ai suivi ça de très près, mais je n'ai pas de mémoire des dates. Ben, c'est-à-dire que tant qu'on n'ouvre pas l'école, tous les gens du parc notamment, qui ont des enfants, ne peuvent pas venir. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient fermé et le Levant et le Porquerolles. Quand vous pensez que en Suède, en Norvège, même s'il n'y a qu'un enfant, les bateaux les amènent des îles sur le continent. Ah non, on est au-dessous de tout, Ils pouvaient maintenir l'école Porquerolles-le-Levant en faisant la navette, d'amener les enfants à Porquerolles ou au Levant. Mais qu'on garde, s'il n'y a pas d'école... Oui, au moins une école commune pour les deux îles. Ouais. Non, c'est très triste. C'est vrai que sans école, on peut s'interroger sur... Là, l'esprit, un certain esprit... est perdu. Tout à fait. Oui. L'école est un centre. Il se passe beaucoup de choses. Quand il y avait Dany Ferry, ça a été merveilleux, Elle était vraiment épatante comme institutrice. Les liens avec le parc, ils étaient venus la nuit avec les enfants pour les chauves-souris, les trucs. Superbe. Surtout que c'est un magnifique lieu. À l'heure où on essaie d'inculquer un petit peu de conscience écologique aux enfants, c'est un lieu idéal. Un lieu idéal quand l'institutrice est consciente de ça. Tout à fait. Ah oui. En 70 ans, Janine, comment vous avez vu l'île évoluer et quel regard vous portez sur ces changements ? Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans l'évolution de l'île de ces 70 dernières années ? Entre celle de vos 20 ans et celle que vous avez laissée. Moi, j'ai vécu vraiment tout le temps, jusqu'à mon départ, beaucoup de liens d'amitié dans cette île, toujours vraiment, avec tous. Donc l'évolution, elle se fait en fonction des changements de gens qui arrivent dans les îles. Donc il est arrivé dans des maisons des gens qui n'apportent pas ce qu'apportaient les autres. Des gens qui viennent en vacances
dans leur maison qu'ils ont achetée, qui introduisent ce qu'ils sont et qui n'ont pas compris l'histoire de l'île. Donc c'est vrai qu'il y a eu des éléments qui sont arrivés dans l'île qui n'avaient pas une histoire dans l'île. Ça a changé effectivement l'approche. Maintenant, il y en a qui se sont très bien intégrés, mais c'est souvent ceux qui avaient déjà une histoire par les parents. Les mentalités changent, mais il y a un noyau qui demeure. Et ça, on le conserve dès que vous ouvrez la barrière du manoir. Marceline Henry, avec le soutien d'André Malraux, alors ministre, a œuvré pour la protection de l'île, pour que l'île devienne parc national. Est-ce que pour vous, ça a été déterminant dans la protection de Porquerolles ? Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure. Et est-ce que vous vous souvenez de la façon dont ça a été accueilli par les Porquerolliens ? J'ai 2 questions là, donc vous répondez dans l'ordre que vous voulez. De toute façon, ils sont toujours contre. Je ne sais pas si c'est propre aux Français. On est toujours contre au départ. Et puis, s'ils réfléchissent bien, ils doivent être contents. Mais, par principe. Et puis, ça dépend aussi des gens responsables du parc, du personnel. Si vous avez à la tête un responsable intelligent qui comprend le lien qui doit se faire avec les gens du village, si vous avez un responsable fermé, gendarme et tout, vous avez l'opposition. C'est fou ce que les êtres sont importants et ce qu'ils sont. Comment vous imaginez Porquerolles dans 30 ans ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez imaginer ? Non. 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 Les choses vont trop vite ou parce que ça ne vous intéresse pas tellement d'imaginer ? Moi, je vais vous dire, moi je serai partie, j'espère, mais Pierre qui va tenir jusqu'au bout, parce qu'il n'a pas d'autre solution. Le jour où il disparaît l'histoire de Porquerolles. Ça sera autre chose. Peut-être très bien. Hein. Il n'a pas de suite. Donc pour vous, c'est très difficile d'imaginer cette suite. Je n'imagine pas. Mais je pense, très simplement, que ce sera une autre histoire. Ce qu'on a vécu est unique. Ce qui viendra après sera autre chose. C'est comme les générations. Les générations passent, elles ont leur histoire. Bon, d'accord, elles ont le souvenir des anciens, très bien. Mais c'est leur histoire. Rien d'autre. La continuité, quand elle peut se faire, c'est merveilleux, mais des fois, à Porquerolles, je ne vois pas de continuité. Non, mais c'est dans le style de Pierre et de Madame Henry. Mais on peut être étonné et espérer. Il me reste 2 questions, Janine. Oui. Quelle est votre définition du Porquerollien ? Plusieurs définitions. Mais disons qu'ils sont quand même amoureux de leur île, prêts à rejeter et prêts à accueillir. Et c'est une île un peu unique par son statut, par son esprit, par son organisation. Donc les gens sont différents de Porquerolles, du Levant. Ils sont ceinturés par une administration. Ils sont insulaires par leur goût de la liberté et de l'expression, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais c'est vrai qu'ils ont un cadre de vie très particulier, les Porquerolliens. Ils sont dans une administration. Et c'est vrai que les comportements sont particuliers face à cette gestion qui n'est plus celle d'un propriétaire, mais d'une administration. Donc ils rejettent, mais dont ils prennent les bénéfices. Mais c'est vrai que là, il y a un esprit dans Porquerolles qui est différent. Qui est propre, complètement à l'île. Qui est propre à Porquerolles. Tout à fait. C'est ce que je pense. Mais est-ce que c'est juste ? Ma dernière question, Janine, quand vous pensez à Porquerolles, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? Le fort, bien sûr. Le fort, parce que j'y ai
Le fort du Moulin? Le fort du Moulin. Oui. Parce que ce fort du Moulin où j'ai dormi dans les petites chambres devant, où il y a la terrasse et où on voit la mer, Bagot, tout ça. C'est vrai que j'ai fait plein de rêves là. Plein de rêves. Donc ce fort du Moulin, cette pointe du Moulin, où je descendais, j'avais un creux de rocher où je pouvais me cacher. J'étais bien. On va rester sur cette belle image, Annie. Je vous remercie infiniment pour votre sensibilité et votre grande générosité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous. Ça a été un joli moment. Merci à Janine pour ce voyage dans ses souvenirs et l'histoire de Porquerolles, la puissance et la profondeur de son regard sur l'insularité. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.